souhaiter un accueil formel. Et oui, j'ai compris moi aussi et je vous invite à avoir compris que nous avons démarré l'enregistrement. Oui, Voilà, tout à fait. c'est parti. Une grande joie d'être avec vous ce soir. Merci de votre présence. Je m'appelle Sean Lafleur, mentor coach de dirigeants et euh, animateur de cette réunion euh, qui se veut joyeuse en co-animation avec Léonie. Léonie. Oui, bonsoir, ravie d'être là et d'être avec vous ce soir pour ce qui est une première pour moi puisque, je vais co-animer pour, cette réunion avec Sean, qui en a déjà co-animé un certain nombre. Et donc moi je suis, facilitatrice et consultante, je suis basée à Rennes et membre d'Apimorphose depuis presque un an. C'est très enjoué d'être avec vous ce soir. Merci Léonie, c'est une joie d'avoir préparé cette conversation avec toi. C'est vrai, ça fait partie d'une petite série de conversations que nous avons animées maintenant depuis un an ouais, un an, 15 mois en Zoom comme ça. Et ce soir, eh bien, Irène Dupou-Couturier, euh, j'ai le plaisir, Irène, d'être complice avec toi depuis bientôt 20 ans dans différentes activités, de te connaître, historienne, initiatrice et fondatrice de réseaux humanistes, consultante, chercheuse, écrivaine aussi. Vous connaissez sa biographie tous, mais c'est une joie d'être avec toi ce soir. Bonsoir Irène. Bonsoir Sean et bonsoir Léonie et bonsoir vous tous. Et je me réjouis de partager avec vous toute cette soirée sur le thème de la société vivante. Ben voilà, alors nous allons démarrer tout de suite en vous donnant quelques indications. Bien sûr, il s'agit déjà de notre esprit, d'être en ambiance à la fois d'ouverture, d'écoute, de bienveillance ici entre nous à Apimorphose. La joie de co-présider cette association depuis l'été dernier avec Corinne Egel qui est aussi présente. Salut Corinne. Voilà. Et nous alors proposons un esprit comme ça de simplicité et qui va également offrir un cadre pour écouter Irène, partager avec nous des réflexions sur le temps long, nous inviter avec elle à prendre du recul sur 50-60 ans de vie engagée, professionnelle et de réflexion. Et nous aurons donc une opportunité en 3 parties de cette conversation. Une première partie d'échange avec Irène autour de son témoignage. Nous lui poserons quelques questions, Léonie et moi, qui ont émergé dans nos conversations préparatoires avec elle. Et puis, vous aurez un petit temps de poser quelques questions à Irène également pour finir ce premier temps d'échange avec elle. Deuxièmement, nous prendrons un temps dans des petits groupes auxquels vous serez conviés et attribués pour avoir des conversations que chacun puisse creuser le sens de cette conversation pour vous et aussi voir comment nous, bien personnes de ce monde genre ordinaire, nous pouvons contribuer à l'évolution de la société vers des issues plus humanistes. Et dans des temps qui sont si incertains, nous pouvons penser aux actualités de la journée, notre journée de grève, de contestation en France, temps de réforme, voilà. Nous nous situons dans plein d'incertitudes, donc nous offrons ce temps aussi de réfléchir dans ces petits groupes, dans ce deuxième temps de la réunion, pour bien trouver les liens entre ce qu'Irène aura partagé avec nous et
nos vies à nous de tous les jours, nos actions possibles. Et puis un troisième temps de récolte. Voilà, un troisième temps de récolte où nous aurions la chance d'entendre des retours de chacune de ces petites conversations. Et de conclure donc notre réunion à 20 heures, le temps formel en tout cas. Il y aurait ce qu'on dit un troisième mi-temps, est-ce que j'ai dit bien l'expression, après qui serait informel pour ceux qui souhaiteraient. Irène et Léonie et moi serions là un petit peu au-delà de 20 heures pour des conversations informelles, mais nous aurons fini à 20 heures, le temps d'échange. Voilà. Donc, sur ces quelques intentions posées, voilà, et avec un dernier bienvenue, en tout cas dans ce flux-là, que je dis à Georges Ders aussi qui se joint à nous, nous allons ouvrir ce premier temps d'échange avec toi, Irène. Bonjour, Georges. Et bien, avec Léonie, nous avons eu deux perspectives différentes à te découvrir. Moi, je t'ai découvert, Irène, d'une autre manière, parce que je t'ai côtoyé depuis des années dans différents contextes, Sol, le World Café, dernièrement Happy Morphose aussi, que tu as cofondé avec Alain, mais sans avoir le temps de prendre ce recul sur ta vie. Donc pour moi, il y a une perspective sur le temps long et une redécouverte de toi quelque part. Et pour toi, Léonie, c'était autre chose parce que tu connais Irène depuis moins longtemps. Moi, j'ai connu Irène depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, à travers des moments justement organisés par Happy Morphose et des prises de parole d'Irène, notamment au moment de la journée d'hommage à Alain de Pulpian, il y a 1 an et demi maintenant. Et en fait, voilà, j'ai découvert aussi que tu avais été fondatrice de Sol et puis cofondatrice d'Happy Morphose. Et en fait, ce format de conversation qu'on a eu pour préparer cette conversation à laquelle on vous convie aujourd'hui est un format qui n'est pas vraiment un format d'interview, mais plutôt un moment où on va pouvoir vous intégrer aussi dans des moments d'échange sur lesquels on a déjà identifié euh, des lignes de fond, des choses qu'on a envie de partager et qui nous ont interpellés dans la vie, dans les expériences d'Irène. Et donc, moi, il y a un premier point donc, que j'ai trouvé extrêmement marquant, c'est la curiosité et comment dire, l'attention que Irène a portée très tôt à toutes les thématiques interculturelles et notamment à toutes les évolutions qui ont eu lieu en Europe ces dernières années, enfin, voire ces dernières décennies, puisque j'ai découvert aussi que très, très tôt, en fait, Irène, tu avais à la fois observé et participé à différentes évolutions, notamment sur l'Europe. Et j'aimerais bien en fait que tu partages ça avec nous, c'est-à-dire comment cette importance de l'interculturel, tu l'as aussi mis en œuvre dans ton métier et comment tu en as fait aussi la matière que tu continues à travailler aujourd'hui. Ce serait ma première question. Merci Léonie. Tu penses que la question est large, que je vais y répondre petit à petit en décrivant le parcours que j'ai fait. Ce que je voulais dire, c'est que je suis partie du terrain. Je suis partie des réalités et j'ai découvert petit à petit l'importance tu dis de l'interculturel, l'importance d'autres manières de manager, de travailler et de percevoir le monde autour de nous. Alors, pour bien situer ce que je vais vous dire, je vais d'abord demander à Sean de nous passer la première diapo pour que vous suiviez le cours de ma pensée et ce que je voudrais qu'on partage aujourd'hui. Tu peux nous passer la diapo sur le point de bifurcation? Tout à fait, Irène. Dans quelques secondes, elle va s'afficher normalement.
Alors, cette diapo, vous l'avez reçue. Vous l'avez reçue et tout ce que je vais vous raconter, c'est là-dedans. C'est-à-dire que lorsque tu parles d'interculturel, Léonie, tu parles de la vie, hein. Euh, L'homme crée des cultures, il crée des sociocultures et c'est la vie est liée, mais totalement liée à la complexité. Donc, plus c'est vivant, plus c'est complexe. C'est comme ça. Bon. Et nous devons faire avec. Et puis, c'est ça qui est passionnant. Alors, dans une société vivante, c'est le thème, hein, de la soirée d'aujourd'hui, comment protéger la société vivante contre les incertitudes qui sont tout autour de nous. Dans une société, il y a, nous dit le prix Nobel de chimie Prigogine, il y a des tendances lourdes et des signaux faibles. Et vous allez voir, les tendances lourdes, on ne peut rien faire, hein, contre. Et les signaux faibles dans les systèmes en ébullition, comme on peut dire qu'est notre société, que sont nos sociétés à l'heure actuelle, il y a, nous dit Prigogine, le chimiste, il y a des points de bifurcation. Et probablement, nous sommes à un point de bifurcation. Grosso modo, depuis une centaine d'années, mais il est en train vraiment de se préciser. Et là où je voudrais aller plus loin avec vous, c'est que, nous dit Prigogine, à ce point de bifurcation, tous les gens ordinaires, n'importe qui, peut faire quelque chose. Alors, on peut partir dans une voie qui soit celle des pouvoirs oligarchiques et qui soit celle de l'effondrement de l'humain, et c'est ce dont on a peur aujourd'hui. Et c'est le côté technoscientifique, l'ordinateur qui prendrait le pouvoir dans le monde. Alors, vous savez que j'ai interrogé ChatGPT pour faire la conférence à ma place. C'était très bien fait, hein. C'était un excellent devoir de Sciences Po, mais tout le temps, il concluait, non, finalement, c'est à l'homme de décider. Et en fait, il nous renvoyait de l'autre côté du point de bifurcation. Il y a les pouvoirs financiers, il y a les pouvoirs, les gouvernances autoritaires, tout ça on connaît et c'est ça qui est notre angoisse. Et au point de bifurcation aujourd'hui, il y a l'autre voie qui est celle de l'épanouissement et que nous appelons, nous, à Apimorphose, celle de la métamorphose humaniste, une transformation qui protège l'humain. Et notre but, c'est pour ça qu'on a appelé cette conversation ce soir la société vivante, comment la protéger en temps d'incertitude. Notre but, c'est d'arriver à une société réellement vivante. Qu'est-ce que ça veut dire une société vivante? Et là, on va toucher l'interculturel. C'est une société où une société où tous les neurones, toutes les cellules communiquent, comme dans un organisme humain. Elles communiquent et elles s'adaptent à l'environnement. Et Alain Vulpian nous disait, notre société est en train de devenir, probablement depuis le début des années 2000, avec la montée des réseaux et de l'intercommunication entre tout le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être interconnecté de Londres, du Liban, de Rome et d'ailleurs. Nous sommes interconnectés et nous essayons de nous adapter comme notre cerveau, où les neurones, à travers les synapses gliales, s'adaptent en permanence à l'environnement. Nous essayons, nous aussi, d'adapter cette société comme un cerveau, c'est le terme d'Alain Vulpian, cette société vivante à l'environnement.
Alors, et ça nous conduit vers la métamorphose humaniste. Et là, on en revient à ta question sur l'interculturel. Une société vivante, c'est une société qui s'autorégule. Le propre de l'être humain, c'est qu'il se régénère. Mais il faut savoir quels vont être les leviers pour pouvoir lui permettre de se régénérer. C'est ce que les Grecs appellent l'autopoïèse. Et pour trouver ces leviers, il faut regarder, observer, observer, et c'est ce que nous appelons la socioperception. Et pour voir la faculté de résilience de la société pour arriver à cette gouvernance biologique. Voilà, tu peux nous ramener. Alors, plus tard, on parlera de l'autre diapo, mais ce qui est important, c'est de se dire, en partant du terrain, je me suis retrouvée en permanence confrontée à essayer d'observer pourquoi une société était vivante ou était figée dans un traditionnalisme qui ne lui permettait pas de respiration. Alors, tu m'as demandé, alors la première histoire d'interculturel, on a fondé un centre de formation aux réalités internationales pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les différentes cultures. C'est Paul Delouvrier qui a fait ça et André Crusia. Bon, j'étais la cofondatrice avec eux et ça a duré 30 ans. Et on essayait de comprendre les cultures à travers le monde. Et vous savez quel a été notre premier grand client? Nous étions un tout petit organisme, hein, on était 7 et on vivait dans un foyer d'étudiants. Eh bien, on a vu arriver la première grande multinationale européenne, le groupe Royal Dutch Shell. On les a vus arriver parce que eux, en tant que pétroliers, ils avaient besoin, ils ressentaient les mêmes besoins de comprendre les facteurs d'évolution des sociétés. Et ils avaient, à travers leur groupe planning, dont Harry de Geus était le responsable, et merci Yuri, son épouse, d'être avec nous ce soir, ils avaient besoin de comprendre, de percevoir les signaux faibles de l'évolution de ces sociétés à travers le monde. Et donc, pendant plus de 15 ans, on a travaillé, c'était notre tout petit organisme était l'organisme qui était responsable, c'était le plus gros séminaire de formation, celui qui était le plus renommé au groupe Royal Dutch Shell. Alors, autant vous dire qu'on a autant appris d'eux qu'ils ont appris de nous. Alors, on en revient à l'interculturel. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous chercher? Ils sont venus nous chercher parce qu'ils avaient besoin de la pensée latine et que c'était des anglo-saxons très bien élevés à Cambridge, à Oxford, etc. Et que la pensée latine, vous savez que les latins, ils adorent la politique, ça, c'est dans la rue. Et ils avaient besoin de cette pensée latine pour pouvoir comprendre ce qui était en train de se passer en Iran ou ailleurs. Et en travaillant comme ça, ils sont arrivés, vous savez qu'ils ont eu un rôle essentiel dans la transformation de l'Afrique du Sud, et ça, Harry de Geus en parlait, en faisant se rapprocher Mandela et de Clark, parce qu'ils savaient que ça allait dans le mouvement vers une société vivante. Mais ils voulaient aller plus loin. Et pour cela, ils cherchaient comment est-ce qu'on apprend? How do you do what you do? Et ils se sont référés à Jean Piaget et à la manière dont les enfants apprennent. Et les enfants apprennent par accommodation. Ça, c'est un mot suisse-français que les Savoyards emploient aussi.
à Paris, on dit plutôt adaptation, mais l'enfant passe son temps à s'accommoder, à s'adapter à son environnement. Mais les adultes, ils sont dans leur schéma, le schéma qu'on leur a donné, que leur éducation leur a donné. Et donc, ils nous ont entraînés, Shell nous a entraînés au MIT pour travailler avec Peter Senge sur l'organisation qui apprend. Et ça, on était parti de l'interculturel pour arriver au processus. Ça, c'est essentiel. Première histoire. Deuxième histoire, la Russie. Ça vous va? Tout à l'heure, on ira plus loin. Deuxième histoire, la Russie, 1966. J'habitais Moscou 2 ans et le pays était bourré de signaux faibles. Nous étions sûrs que le pays allait se transformer sous la conduite du président du Conseil des ministres, Kosygin. Tellement il y avait un besoin de la société. Et puis, il y a eu le coup de Prague et rien ne s'est passé et on s'est gouré. On s'est gouré de 20 ans. Et là, j'ai appris que les signaux faibles, vous savez, des signaux faibles, vous en récupérez tous les jours, vous tous, hein, tous les jours dans la rue. Il fallait qu'ils soient en résonance avec la société. Et là, ils n'étaient pas en résonance avec le reste du pays. Donc, ça a pris 20 ans. Bon, on s'est gouré pour 20 ans. Mais en 89, lorsque on a vu ce qui se passait en Hongrie, là, tous les signaux faibles étaient là. On savait que si on regardait l'interculturalité, ça ne pouvait pas durer. Il n'y avait que certains politiques qui n'avaient pas compris, parce qu'ils avaient été élevés autrement, que l'inattendu était là devant eux. Et lorsque le mur de Berlin est tombé, ça nous a paru tout à fait évident et normal. Ce qui fait que le lendemain, nous sommes partis d'une part à la Commission européenne pour leur dire maintenant tout est un problème dans la tête de ces Russes, de ces pays de l'Est, parce qu'ils n'ont rarement ou jamais connu de démocratie. Donc, il y a un problème de formation à une autre culture. Et on a travaillé pendant 10 ans avec des résultats fabuleux, des jeunes, mais d'un dynamisme. On a dû lancer, je ne sais pas, plusieurs centaines, peut-être 500 startups qui s'appuyaient sur le dynamisme des gens et leur volonté de réussir. Bon, ça, c'était dans le schéma que je vous ai montré, vers l'épanouissement. Mais de l'autre côté, au même point de bifurcation, il y a ceux qui veulent le pouvoir. Et ceux qui veulent le pouvoir ont été tirés, poussés par l'école de Chicago et le néolibéralisme américain et le capitalisme sauvage. Et ce fut les oligarques. Et vous imaginez bien que quand vous êtes un tout petit organisme, même avec de l'argent de l'Union européenne et de l'argent de Soros, vous ne pouvez pas lutter contre ce rêve américain. Et nous avons tout perdu à peu près 10 ans plus tard. Et là, il y avait une volonté, c'est pour vous dire qu'au point de bifurcation, tout peut se passer. Alors, il y a des pays qui ont été fabuleux. Alors, évidemment, c'est plus facile de travailler dans un pays comme la Lituanie où il y a 2 millions d'habitants. Mais là, il y avait une volonté de gens éduqués qui osaient et qui, en plus, avaient de l'argent de la diaspora lituanienne du Canada et des États-Unis et qui ont tellement bien réussi. À la présidence de la République, on nous a dit ce que vous nous avez tous fait ensemble, ça représente aujourd'hui le tiers du PNB de la Lituanie. Ils ont réussi, ils sont rentrés dans l'Europe. Et ça a été la même chose en Roumanie. C'est pour dire que
au point de bifurcation, on peut prendre un chemin vers l'oligarchie, on peut en prendre un autre vers la société vivante, la société qui crée, etc. Et la société résiliente, la régénération, c'est pas évident, mais c'est possible. Ça, c'est l'histoire russe. Et la troisième histoire que je voudrais prendre. Est-ce que, Irène, je peux t'interrompre un petit point là, Oui, avant ta troisième histoire, oui, si tu permets. Donc là, dans tes deux premières histoires, tu as développé à la fois des exemples en réponse à la question de Léonie, l'importance de l'interculturel, et également tu as fait la démonstration de tes propres initiatives comme entrepreneur avec ton cabinet qui était tout petit, qui s'est développé à travers ses actions avec Royal Dutch Shell et autres, avec l'Union européenne par ailleurs également. Et tu as cité l'importance des signaux faibles, de pouvoir les capter et de savoir comment est-ce qu'ils sont en résonance les uns avec les autres, hein, les uns avec les autres. Et donc, ce que j'avais envie de te demander de développer, peut-être tu pourras poursuivre dans la troisième histoire aussi que tu veux partager, c'est le rôle que jouent bien des réseaux dans cela. Euh, des réseaux de personnes. Tu parlais des réseaux, par exemple, pour la Lituanie, des personnes à l'étranger, diaspora lituania. C'était un autre aspect qui avait apparu dans nos conversations avec toi. alors le réseau, c'est justement l'histoire que je vais maintenant vous raconter. C'est-à-dire que de ce qu'on avait fait avec Shell est né le réseau de la Société pour l'organisation apprenante, qui est un réseau mondial. Et tu as parfaitement. Et là, on est en 2000, au moment de l'apparition des réseaux sur Internet et donc d'une autre forme de société vivante, une société complètement en réseau et une société comme un cerveau. Donc, tu vois, depuis 80 à 2000, l'évolution d'une société. Alors, ces réseaux, je vais vous prendre deux exemples, deux tout petits exemples. On a fait un forum avec les pays arabes à Oman et on reparlera tout à l'heure de la résilience des sociétés arabes avec Joseph. On a fait en 2014 à Paris un forum parce que c'était des réseaux, on n'avait pas encore tout ce que nous avons aujourd'hui, les Zooms, etc. Donc, il fallait se rencontrer physiquement. Et on a fait une réunion à Paris où on avait toutes les raisons de se planter. On n'avait pas d'argent et il fallait louer la cité universitaire, ce qui n'était pas rien. Et là, c'est le cœur du sujet du point de bifurcation. C'est la prise de conscience et la responsabilisation. Il y a eu une prise de conscience dans le réseau mondial de sol qui fait que même les pays les plus pauvres ont tous cotisé, je dis bien tous cotisé, et ils sont arrivés à 450 de 35 pays avec, et ça c'est l'important, 50 projets. Et là, c'est une des clés de la gouvernance biologique, c'est les projets locaux, des projets qui sont faits sous forme d'hybridation. Georges est là, on pourrait en parler, des projets où se réunissent, et les Barras aussi sont là, où se réunissent des personnes qui peuvent être des entrepreneurs, des associations, des syndicats, des pouvoirs publics, qui normalement ne travaillent pas ensemble et qui là sont tous porteurs du même projet. Et si tu veux, dans ce forum, on a vu arriver 50 projets complètement inattendus, bon, et ça a été une grande réussite. Et il s'appelait Osons
la métamorphose. Donc, c'est ce terme de oser. Il faut dire aussi que les Américains connaissaient à peine le mot de métamorphose. Hein. C'est le mot biologique, le mot grec. Ils emploient le mot de transformation. Ils étaient complètement affolés à l'idée de métamorphose, mais ça ne fait rien. Ils l'ont adopté et maintenant, c'est complètement devenu américain. Donc, tu as raison. Ce sont des gens qui sont tous des gens ordinaires. Ils arrivaient de tous les pays, de 35 pays, et c'était des gens ordinaires. Et ils sont devenus, par leur projet, des gens extraordinaires. Et c'est ce chemin, tu vois, que je voudrais, si ça peut nous conforter dans les catastrophes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est que des gens ordinaires, avec leur faculté de résilience et la faculté de l'être humain de pouvoir rebondir, deviennent des gens extraordinaires. Et là, donc, je t'ai cité les deux... Ah oui, et puis alors le dernier qui nous a complètement sidérés, c'est pareil, on n'avait pas d'argent, et Étienne Collignon le sait. On les a réunis le 20 octobre autour de la pensée d'Harry de Guess et d'Alain Dulpian, et on les a réunis le 8 avril sur un thème, je dis bien un projet, Education for Living System. Et alors là, il y a quelque chose auquel on ne s'attendait pas, et je dois dire merci, le méridien de Greenwich. Parce que le même jour, sur ce thème de l'éducation, nous avons eu à 9 h du matin les Australiens hyper dynamiques et à 8 h du soir, la Nouvelle-Colombie et la Californie. Et tout le monde était, et c'était des projets tout à fait hybrides qui pouvaient être gouvernementaux, privés, etc., ou associatifs. Et tout le monde était uni sur ce thème de Education for Living System, avec 18 histoires tout à fait étonnantes. Voilà, ça, c'est les réseaux. Ça, c'est les réseaux, et c'est au point de bifurcation la métamorphose humaniste. Mais là, je voudrais maintenant donner la parole à quelqu'un qui vit dans une situation extraordinairement difficile, mais qui voit les signaux faibles de la transformation et de la métamorphose. Joseph, on a travaillé, vécu un petit peu au Liban. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce que tu vois? Joseph, le micro est coupé. Il est coupé, il a son micro. Si tu veux bien rallumer ton micro pour répondre à cette invitation d'Irène, qui va nous ouvrir aussi après voilà. à un temps de questions pour nos participants. Oui, voilà, ce qui se passe au Liban, c'est que, bien entendu, on l'a vu, si vous voulez, en octobre 2019, les gens ordinaires sont descendus dans la rue, ils ont essayé de faire le changement, de provoquer un changement, etc. Mais malheureusement, je pense qu'à un certain moment, il faut une certaine, je dirais, un certain système de coordination centrale. Si ce système de coordination centrale n'existe pas, les efforts vont partir, n'est-ce pas? Ils peuvent pas. Il faut exercer une pression sur un point précis pour pouvoir aller de l'avant. Un réseau qui n'a pas, je dirais, un point focal sur lequel il va faire pression, c'est un réseau qui risque de ne pas donner de résultats. Donc, la classe politique traditionnelle a récupéré, et malheureusement, on vit dans une situation où cette classe politique est totalement, n'est-ce pas, en prise du pouvoir, mais dont elle ne sait pas encore s'adapter. Ils sont toujours dans des attitudes très passéistes, et
ils ne sont pas vivants, c'est-à-dire si on veut appliquer la, la formule, n'est-ce pas, de la société vivante, ce n'est pas des gens qui sont vivants. Il n'y a pas d'accommodation, il n'y a pas d'adaptation. Ils sont dans une situation de rigidité totale. Et je dirais que la société vivante, la société des gens ordinaires, faute, à mon avis, de points de focalisation, n'a pas de pouvoir à exercer sur eux, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas les inviter à changer. Et donc, on continue toujours à faire la même chose du point de vue économique, et voilà que l'économie s'effondre. Du point de vue social, la société s'effondre. On est dans une situation très, très difficile aujourd'hui. Et je me pose la question, parce que j'ai eu l'occasion aussi de faire un travail sur l'Égypte. En Égypte aussi, les gens ordinaires ont pris la rue, n'est-ce pas? Et la rue a été prise avec ce micro-réseautage dont Irène. Oui. On a toutes les données là-dessus. On sait que ça s'est passé par micro-réseautage, n'est-ce pas? Oui. Et ils ont pris la rue, ils sont descendus dans la rue, mais aussi, faute de point de focalisation, ils n'avaient pas un point focal sur lequel c'est le retour de l'autoritaire en Égypte. Oui. Donc, ce que tu poses là, Joseph, c'est la question du besoin d'un système de coordination centrale pour accompagner un micro-réseautage vivant. Et ce qui pose des questions de comment l'accompagner avec différentes options éventuellement, dont certains plus autoritaires que d'autres. Alors moi, je pense que... Non? Allez-y. Je pense que dans notre conversation, c'est le sujet central de notre conversation, c'est mon sujet principal. Comment inventer une gouvernance pour une société de réseau? C'est pour ça que voilà, c'est ça notre sujet. Nous ne savons pas encore faire. Et ça prendra, on va voir combien de temps ça prend, une génération, 2 générations, mais nous ne savons pas faire. Toi, tu l'observes, tu m'as dit en Arabie Saoudite, dans les Émirats, tu vois la société évoluer, mais nous ne savons pas encore gouverner cette société de réseau. Et oui. Alors, attention. Je souhaitais maintenant, pardon Joseph et Irène, je prends ma responsabilité d'animateur pour nous permettre d'obtenir une participation de l'ensemble des participants ici, sachant que nous avons fait le choix de ne pas creuser juste le témoignage d'Irène en sa compagnie, ce que nous pourrions faire, bien sûr, en question-réponse, mais de vous permettre à vous tous d'être en résonance par rapport à cela. Donc, si vous voulez bien, avec cette question nommée, qui est une question que tu te poses, Irène, et dont nous avons échangé en préparation, c'est quelle gouvernance et comment l'inventer pour notre société en évolution et comment pouvons-nous l'inventer dans les décennies devant nous? Ce que l'on veut vous poser, vous, maintenant, comme question, c'est quelle question aimeriez-vous poser à Irène et là, de nous mettre dans le chat, dans la conversation. Nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes, mais avec Irène généreuse, nous nous engageons à offrir des réponses au-delà et nous pourrions quand même peut-être répondre ou lui demander de répondre à une ou deux. Donc, si vous voulez bien poser des questions à ce qui vient d'émerger là, nous allons établir la liste de ces questions et répondre à une ou deux tout de suite, à chaud. Et ensuite, les prendre et inviter Irène à répondre, et Movos à répondre par la suite, avant d'engager notre travail dans vos groupes. Hein. Donc, merci pour les questions qui commencent à émerger. Il y a une première question de Marie-Hélène. Il faut donc une résonance entre la classe politique et les gens ordinaires, où la classe politique doit être résiliente et s'adapter. Donc peut-être une question qui fait aussi
référence au contexte français en ce moment, par exemple. Ouais. Donc, on va les prendre, on ne va pas répondre à toutes les questions. Donc, nous vous invitons à identifier des questions qui seraient pertinentes, qui seraient riches à explorer. Peut-être aurons-nous le temps d'inviter Irène à répondre à une pour illustrer la richesse de ce que ça va donner. Mais le cadre est bien posé. Ah, tiens, une question de Corinne. Peut-on encore parler de gouvernance quand on parle de réseau? Est-ce que c'est compatible l'idée de gouvernance, le cadre? Est-ce qu'on peut imaginer un cadre vivant pour un réseau? Ou est-ce qu'il n'y a que de réseau? Est-ce que c'est émergent dans des propriétés du réseau même ou est-ce qu'il y a une question de gouvernance? Ça, je pourrais répondre. Alors, quelle Hélène pose une autre relation question aussi. entre Oui. une société vivante et la démocratie? Ou comment prendre conscience qu'on est au point de bifurcation? C'est-à-dire à quoi est-ce qu'on reconnaît le point de bifurcation? Est-ce que c'est juste un moment court ou est-ce que ça se fait sur le temps long, le point de bifurcation? Mais oui, j'ai trouvé très intéressant cette question d'Irène de dire il ne s'agit pas d'un point de bifurcation cette année ou dans les 2-3 années, il s'agit d'un processus long, peut-être qui se passe sur des décennies même. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est vraiment là-dedans? C'est un peu le cadrage du début d'Irène. De quoi avons-nous aussi besoin pour oser la métamorphose? Quel Très belle terreau? question et qui a émergé aussi dans la conversation avec Joran Karstedt par rapport aux enjeux climatiques. Comment trouvons-nous les moyens d'être plus courageux ensemble, d'être plus courageux pour prendre les actions qui s'imposent à nous? Comment faire émerger les liens entre personnes, groupes, réseaux et comment cela peut faciliter la créativité et l'auto-organisation? Et une question aussi d'Étienne sur la grande gouvernance, c'est-à-dire celle de la société. Émergera-t-elle des expériences des petites organisations? Qu'est-ce qui est modélisant en fait? Est-ce que c'est des expériences des petites organisations ou est-ce que ce sont des décisions prises au niveau de la grande gouvernance? Et que connaissons-nous comme expérience de gouvernance humaniste, durable dans le temps et efficace? Ah oui, donc, plusieurs questions autour de ce thème-là de la gouvernance. Est-ce qu'elle est même compatible avec des réseaux? Quels exemples pouvons-nous citer? Comment trouver les moyens, les ressources pour oser, aller dans le sens de la métamorphose? Alors, je vois, nous pouvons vous encourager aussi à mettre des cœurs, à voter ou à exprimer des intérêts pour différentes questions. Nous allons les noter tous. Et il y a aussi une autre question sur les thématiques incontournables pour éduquer adultes, étudiants et enfants à une société vivante et apprenante. Donc la question de l'éducation qui émerge. Là, encore deux. Ouais. Quelle émergence possible du vivant lorsqu'il est étouffé à la racine par l'ancien système, avec l'exemple du Liban qui est caractéristique. Et est-ce qu'on peut développer sa capacité de socioperception? Si oui, cela devrait être un thème intégré au programme éducatif. Oui. Comment travailler, effectivement, oui, nous avons des pistes. Voilà, Irène, bien sûr, un nombre de questions intéressants et riches. Le propos n'est pas de tout répondre là. Est-ce que tu aimerais choisir une qui te parle, que tu développes en quelques minutes et après, nous allons vous poser des questions pour réflexion vous-même dans vos groupes. Irène, est-ce qu'il y a une question qui te tente de manière subjective? Celle du management des réseaux. Est-ce qu'on peut dire que dans une société de réseau, il existe encore une gouvernance possible? Et c'est autour de l'idée de gouvernance. Ça, c'est des choses que j'ai vécues sur le terrain. La gouvernance, elle tourne. Dans le cerveau, il n'y a pas de chef. Hein. Dans le cerveau, on passe d'une zone à une autre. De temps en temps, il y a même une zone qui prend la place d'une autre. Enfin bon, il n'y a pas de chef. Et dans une société en réseau, apparemment, il n'y a pas non plus de chef. Et le chef va émerger
où l'équipe, les experts vont émerger en fonction du sujet. Et la gouvernance va tourner. Et on est dans une… Et moi, j'ai vu ça. Hein. Je l'ai vu marcher chez Airbus, mais pas dans des petites organisations, hein, avec des gouvernances tournantes en fonction du thème. Et j'ai beaucoup vu chez Sol, et c'est quelque chose qui marche, mais ça touche profondément, totalement à la hiérarchie. C'est-à-dire qu'on est dans des hiérarchies plates et où on se dit, tiens, à ce moment-là, il émerge, hein, il ne va pas dire c'est moi le chef. Tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est lui qui sait. Et là, il y a une vraie gouvernance. Chez Shell, ils avaient une gouvernance étonnante. À l'époque, il n'y avait pas de président. Il y avait, je crois que c'était 7, Yuri, gouverneurs, administrateurs généraux, et ils devaient travailler en quasi-unanimité. Ça voulait dire qu'en permanence, entre eux, ils devaient s'écouter, tourner, etc. Et je crois que dans la société, alors depuis avec la décennie financière des années 90, bien entendu, ils ont mis un vrai président. Mais dans nos réseaux, nous devons nous habituer, et on le vit, hein, ça, mais on ne sait pas très bien faire encore, à des gouvernances tournantes. Ça, c'est ce que… Et ça, c'est du vivant. Hein. C'est comme dans le cerveau. Hein. Et alors, vous m'avez… Alors, le oser. Alors, le oser, c'est excessivement important, c'est prendre des risques. Et c'est prendre des risques, c'est la prise de conscience, c'est la responsabilisation. Et oui, vous créez votre start-up, il faut oser. Ce qu'on fait, quand vous avez créé Ardelaine, vous avez osé. Le oser est important. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme grande question sur le… Tu veux À en l'éducation. répondre à plusieurs maintenant, je suis sûr. Hein, ça te met, elles te L'éducation mettent l'eau à la bouche, ces questions, Irène, je sens. L'éducation, c'est majeur. C'est le point sur lequel nous devons travailler, car c'est ça qui fera évoluer la gouvernance. Merci alors, Irène, pour ces premiers éléments de réponse de ta part sur la question de gouvernance et réseau possible, sur tes propres observations, aussi sur le oser et l'importance de l'éducation. Donc, nous les notons toutes, ces questions. Vous pouvez les considérer comme nourriture pour vos échanges dans les petits groupes. Mais pour ces petits groupes, nous souhaitons vous poser 2 questions de réflexion, là, prendre 2 minutes en silence pour préparer ce que vous allez échanger dans les petits groupes dans lesquels on va vous mettre. Léonie, est-ce que je peux t'inviter à poser les questions dans la conversation Oui. auxquelles nous vous invitons à réfléchir, qui sont d'abord, qu'est-ce qui résonne en vous de ce que vous avez entendu déjà, hein, c'est la première question. Hein. Qu'est-ce qui résonne en vous après avoir écouté Irène, Joseph aussi, et cette série de questions là, qui sont posées, c'est la première question qu'on vous pose. Et deuxièmement, hein, la question qu'on vous pose également, comment puis-je moi-même, hein, personnellement, soutenir une métamorphose humaniste de la société, d'où je suis moi dans mon rôle. Hein. Comment puis-je moi soutenir dans mon action, dans ma vie? Donc si Léonie, je ne sais pas si tu les as copiés-collés dans le chat, si possible, sinon je les ai pris là, j'y vais. Ça y est, ils sont dans C'est le là? chat. Ouais. Mon chat. Ah, je ne les vois pas. Non, Léonie, elle ne s'affiche pas dans le chat. Ok. Eh bien, je recommence. Ok, c'est bon, je les ai, je pense que… non, j'ai mis pour toi, c'est un message direct, tu vas mettre tout le monde. Et là… Vous les voyez là?
Non. Non, je pense que tu as eu un petit Là, bug. là peut-être. Là, peut-être vous les voyez. Dans les deux questions que nous vous suggérons, qu'est-ce qui résonne pour moi de ce que j'ai entendu? Comment puis-je soutenir personnellement une métamorphose humaniste de la société? Okay. Vous aurez un temps dans ces petits groupes que Léonie va prochainement lancer. Vous serez 3 ou 4 dans un petit groupe. Il y a quelques personnes qui nous ont dit qu'elles ne resteraient pas pour cette partie-là. Nous vous souhaitons la bonne continuation dans la soirée, mais nous vous invitons tous à rester pour cette partie d'échange. Vous aurez un quart d'heure d'échange entre vous, à 3 ou à 4. Donc, nous vous invitons à répartir le temps entre vous et à garder un petit temps, peut-être nommer un timekeeper entre vous pour vous aider à vous réguler, mais laissez un temps d'écoute à chacun, si vous voulez bien. Hein. Vraiment que chacun puisse prendre un tour fassiez un petit peu tour de cercle, tour de table, et que vous ayez quelques minutes, 2-3 minutes à la fin pour voir ce qui a émergé entre vous. Et on vous inviterait au retour de poser quelque chose pour la récolte du grand groupe. Okay. Donc, ces deux questions-là vous sont posées pour stimuler vos échanges. Qu'est-ce qui résonne pour moi de ce que j'ai entendu? Et comment puis-je, moi, soutenir personnellement une métamorphose humaniste de la société? Et nous allons vous lancer donc maintenant dans ces groupes. Quand vous y serez, on va poser l'enregistrement. Vous aurez 1 minute de temps de battement à la fin. Hein. Donc, quand vous verrez que le temps est fini, il vous restera quand même 1 minute. Donc, vous pouvez prendre le temps. Vous n'avez pas besoin de tout de suite revenir. Prenez le temps de finir tranquillement pour que ce ne soit pas trop abrupt, que vous soyez dans la fluidité. Hein. Sachez que vous avez ce petit temps de minutes de transition. Hein. Voilà, donc Léonie, c'est prêt. Hein. Je pense C'est que tu as dit parti. que c'est OK. Ouais, Donc, tu vas nous inviter à rejoindre les différentes salles et toi, moi aussi. exactement. Et Léonie, tu vas rester dans la salle principale ici. Si quelqu'un est Dois revenir. perdu ou nous rejoint, tu pourrais l'orienter. Hein? OK, Exactement. super. Voilà, donc très bonne conversation. On se retrouve dans un quart d'heure à peu près À tout de suite. pour partager nos échanges. Léonie, est-ce que tu avais une intention pour moi, pour les groupes? Pas spécialement. Alors Je attends. choisis un groupe de 3. Hein? Moi, Ouais, donc. qu'est-ce qui n'est pas parti? Alors Georges est toujours là normalement. Georges devait nous quitter apparemment. Oui. Ouais, et toi, tu avais envie d'aller, tu avais un groupe qui te... Je peux peut-être aller dans un groupe de 3. Hein? Alors Carmel, dans les groupes de c'est 3, fini. en règle Ah, générale, ouais, ouais, si, je je vais peux aller finir. avec la salle 2. OK? Je vais à la Ok, salle 2. OK? allez, Merci. À tout à l'heure. à tout à l'heure. Tu vas tout seul ou tu veux que je t'envoie? Mais en fait, je peux pas t'envoyer là. Mon Dieu, que c'est compliqué.
Merci. Yasmina a levé la main. Merci, Yasmina. On t'écoute, Yasmina. Vas-y, à toi. Dans notre groupe, on a eu un témoignage de Ronan et Béatrice d'une association et j'aimerais bien donner la parole à Béatrice, qu'elle raconte ce que fait son association parce que je trouve ça complètement dans le thème de ce soir et notamment d'une mise en action. Et ça rejoint l'interculturel, la métamorphose humaniste. Je trouve que c'est vraiment Voilà. chouette. Si Ronan et Béatrice, vous vouliez bien raconter en quelques mots. En quelques mots. Un appel de pied vous est fait, Ronan et Béatrice, vous acceptez? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y. Et continuez aussi pendant qu'on vous écoute. Si vous souhaitez poser en même temps des mots, des images, comme Étienne vient de le faire dans le chat, nous ouvrons les deux possibilités. On vous écoute. Alors, pour moi, ce que je fais concrètement pour la métamorphose humaniste dont on parle, c'est que je suis active dans une association qui s'appelle United World College, donc Collège du Monde Uni, où des jeunes du monde entier vont étudier ensemble dans des internats dans 18 pays, avec une énorme diversité sociale. Donc, en fait, entre 16 et 18 ans, puisque c'est la première terminale, le bac international, ils vont vivre avec des amis du monde entier, donc être confrontés à la différence culturelle la plus extrême, puisqu'on peut avoir 100 nationalités différentes sur un lycée, et une énorme diversité sociale, puisqu'ils viennent de toutes origines sociales. Il y a des réfugiés, il y a des ultra-riches, et il y a toutes les sphères entre deux. Donc, cette exposition à un âge très jeune à une différence extrêmement, enfin, en fait, la plus grande différence possible, les forme à accepter, comprendre les enjeux du monde par leurs amis, accepter les différences et les prendre pour des richesses et grandir dans cette compréhension et dans cet humanisme. Et l'objectif, c'est de former des grands changeurs du monde positif, en fait, et humaniste. Merci. United World College, est-ce que j'ai bien saisi le nom? Bravo, c'est ça. Vous pourrez nous mettre les coordonnées. Si vous souhaitez dans le mettre chat? des... Oui, merci. Si vous voulez mettre des coordonnées ou un lien dans le chat pour nos communications par la suite, non seulement aux participants ici, mais l'enregistrement sera partagé et les notes également pour notre travail de diffusion des pensées. Merci. Quel bel exemple. Là, Alors, d'autres éléments arrivent dans les partages. Étienne qui dit « Il n'y a pas de métamorphose sans leadership ». Donc, il soulève la question de... On revient sur la question de leadership parce que c'est la coordination et Irène qui dit « Oui, c'est un nouveau type de leadership, un stewardship ». Comment la créer, notamment sur le plan politique? Joseph pourrait-il nous donner son rêve? Ah oui, donc il y a un autre appel de pied qui serait fait à toi, Joseph, si tu souhaitais aussi répondre à cela. Et peut-être je te donne la parole, Joseph, après Corinne qui a levé la main. Donc, Joseph, tu pourrais réfléchir si tu as envie de répondre à cette question d'Irène. Corinne, à toi. Eh bien, justement, je vais partager peut-être ce qu'on s'est dit dans le groupe avec Joseph. Moi, j'étais vraiment ravie de retrouver Joseph pour parler du Liban avec lui et nous avons évoqué ce qui pouvait bloquer l'émergence de la métamorphose humaniste au Liban. On a parlé des valeurs d'individualisme au sens de Tocqueville, dirait Joseph. Et ce qui m'a intéressée, c'est ce qui a émergé derrière. On avait Caroline dans notre groupe et Caroline on a reparlé de gouvernance partagée avec Caroline et de principes de société vivante. Et elle dit c'est basé sur la responsabilité. Et la responsabilité, c'est je m'associe, je fais partie du système. Et là-dessus, Étienne nous a parlé, lui, des peuples autochtones. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ces peuples autochtones, dans l'éducation de leurs enfants, cette éducation au partage, ils avaient aussi ce schéma mental
l'être vivant comme faisant partie du système vivant, c'est-à-dire que les êtres vivants sont au même niveau que la Terre, la planète, tous les éléments vivants. Et en réalité, ça me marque de me dire que l'une parlant de gouvernance partagée au sein des organisations, l'autre parlant de l'éducation des enfants autochtones, sont tous les deux arrivés à cette même conclusion de quelque chose qui dit nous sommes partie du système, nous faisons partie du système, et c'est peut-être là la solution. Et désolé parce que nous, on est parti dans des considérations qui ne parlaient pas du tout peut-être du sujet, ou peu. Voilà. Merci pour ces partages, ces retours. Joseph, aimerais-tu Oui, moi, apporter quelque chose de plus à ce que Corinne a dit et en réponse à la question oui, d'Irène? je voudrais, parce qu'on a aussi parlé dans le groupe de l'individualisme en Europe. En fait, en Europe, c'est pour cela que j'ai parlé d'individualisme au sens de Tocqueville, où les gens ne sentent pas qu'ils ont besoin des autres pour progresser dans la vie. Alors que, principalement parce que j'ai beaucoup travaillé avec Alain de Vulpian, avec la COFREMCA, etc., je pense que l'individualisme en Europe penche beaucoup plus dans le sens de l'autonomie. On éduque l'individu à s'autogérer lui-même, mais on ne lui apprend pas qu'il n'a pas besoin des autres, qu'il peut fonctionner sans avoir besoin des autres. L'individualisme au Liban est très caractéristique parce qu'on fonctionne comme si on n'avait pas besoin des autres. Et c'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à s'associer comme il faut dans un objectif déterminé. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que les cellules dans le cerveau fonctionnent dans un sens harmonieux, de manière harmonieuse? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est que toutes ces cellules ont un objectif biologique, c'est de préserver la structure du vivant. Il faut nécessairement, pour que les gens ordinaires puissent agir, il faut qu'ils aient en tête et qu'ils aient conscience aussi d'un objectif qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs s'ils ne fonctionnent pas ensemble. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un superordinate goal. Il faut qu'il y ait un objectif central sur lequel tout le monde se rencontre. Tant que cet objectif n'a pas été clarifié, les mouvements spontanés, je dirais, risquent de ne pas réussir. C'est ce qui s'est passé en Égypte, qui est dans une situation totalement différente du Liban, parce qu'en Égypte, c'est une société particulièrement collective, elle n'est pas individualiste. Donc, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé au Liban, c'est que les gens qui sont descendus dans la rue n'étaient pas en train de fonctionner de manière harmonieuse parce qu'ils n'avaient pas un objectif superordinate goal, je ne sais pas comment le traduire en français. Un objectif supérieur. Oui, un objectif supérieur. Un objectif une supérieur, relation au plus grand que nous-mêmes. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, ils n'avaient pas cet objectif-là. Et donc, ils ont fini par... ça a fini par un retour à l'autocratie en Égypte et ça a fini par l'effondrement de toutes les structures sociales et économiques au Liban. Voilà. Oui. Non, merci. C'est très important de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions pour que les gens ordinaires puissent fonctionner. En Europe et en Occident, on est un peu, je dirais, on a un peu l'opportunité d'avoir des institutions solides qui quand même continuent à encadrer les gens. Je parle des institutions, je ne parle pas des leaders, je ne parle pas des partis politiques, mais il y a quand même des institutions qui forcent les gens à coopérer entre eux et qui montrent aux gens qu'ils ont intérêt à coopérer entre eux. Merci. Donc là, il posait la question, je dirais, du politique, de cadre, de gouvernance qui s'exprime par de la verticalité quelque part. En tout cas, à côté d'eux et en même temps que des organisations vivantes, de réseaux, de micro-réseaux
et les recherches non seulement de reconnaissance d'interdépendance entre les cellules dans un organisme vivant, mais aussi de recherche de Voilà. sens, pour ce pourquoi il y a vie. Ça veut dire passer de la survie à de l'épanouissement. L'épanouissement sous-entend qu'il y a un superordinate goal vers lequel on peut être en train de s'épanouir. Et donc, en lien avec cela, je note que Étienne a observé que c'est très intéressant que nous arrivions maintenant à voir émerger dans nos échanges l'importance de l'éducation. L'exemple donc, que Béatrice a partagé sur United World Colleges. Béatrice, fais-moi signe, c'est Pearson College, par exemple, en Colombie-Britannique. C'est Atlantic College, au Pays de Galles. Voilà. Et nous avons pu dernièrement créer des relations avec un groupe qui est quelque part cousin, je dirais, de notre mouvement Happy Morphose, qui s'appelle Leadership for Flourishing. Vous verrez, Leadership for Flourishing, c'est un groupe anglophone plutôt qui ne connaît pas la pensée d'Alain de Villepian a priori, mais qui est très intéressé dans ces questions de comment transmettre par l'éducation une sensibilisation à ce qui permet non seulement de survivre et de vivre, mais de s'épanouir par l'échange de valeurs et des relations au bien commun au-delà des bienfaits de chaque cellule. Donc, d'autres retours, s'il vous plaît. Continuons dans ces beaux échanges. Et je t'invite, Léonie, si tu veux bien aussi prendre un petit peu de temps de lire les riches commentaires qui sont là. Je t'invite à faire une reformulation ou à en lire. Si tu veux, à un moment venu, parce qu'il nous reste 5 minutes en tout. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez retourner sur le nom de vos groupes aussi? Il y a pas mal de choses qui émergent aussi autour de l'interaction, la capacité à être en lien avec son environnement. Alors, ça prend la forme de l'éducation à certains moments, mais c'est un peu plus large en fait. Je crois que c'est une résonance autour de la société comme un cerveau. Voilà ce que je vois émerger. Mais très bien. Alors, voyons le temps qui passe et notre engagement de ne pas dépasser notre horaire prévu de 20 heures. J'offre, moi, peut-être un mot d'observation sur ce qui a émergé. Je t'inviterai après moi, Irène, aussi, de proposer un mot et nous vous offrirons par la suite un temps d'appréciation de cette expérience, si vous voulez bien. Donc, Léonie, tu as observé ces questions de connexion, de réseau et de notion de société comme un cerveau a été mentionné dans le papier d'Irène. Dans le vivant, cette qualité de connexion, je pense que parmi, je crois, quelqu'un a parlé de l'importance, dans notre groupe, Philippe a parlé de l'importance de retrouver un optimisme, un regard sur le positif dans une société qui peut se chercher, qui peut être même parfois ouvrant vers un désarroi pour certains qui ne retrouvent plus le sens dans cette société, tellement de complexité. Et c'est vrai que nous offrons dans la méthodologie d'Apimorphose une forme d'optimisme méthodologique, de porter nos regards sur ce qui se passe bien, qui nous permettent de connaître des histoires, et bien comme United World College, qui nous permettent de connaître des histoires comme celles portées aussi par Béatrice et Gérard dans l'Ardèche, qui sont tout à fait source d'inspiration aussi pour ce qu'ils ont permis. Et en portant nos attentions vers ces choses qui vont bien, d'essayer d'encourager à ce que les choses puissent aller encore mieux. De faire ça de manière structurée, volontaire, d'avoir un optimisme méthodologique. Donc, je conclue sur cela. Irène, je t'invite à proposer quelques notions en guise de conclusion toi-même. Et pendant qu'on t'écoute, je vous invite tous non seulement à écouter, mais à placer vos mots d'appréciation aussi pour ce temps ensemble partagé avant de nous quitter dans les quelques dernières minutes qui nous restent. Irène?
J'ai été passionnée par vos réactions, vos discussions et cette recherche de sens et le rôle de l'éducation. Alors, c'était ce qu'on avait mis en bas de notre diapo. Gouvernance et bien commun. Travailler sur le bien commun et sur les gouvernances possibles et le rôle de l'éducation. Alors, je voudrais simplement vous dire une chose, c'est que ça ne se fera pas tout à fait demain. Il nous faut du temps. Et pour ça, je vais terminer par une phrase du pape François qui dit « Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. » Et là, je crois qu'on a travaillé vraiment sur les processus. On a beaucoup à faire, mais on sait qu'il nous faut du temps. Merci. Une invitation à saisir eh bien, l'occasion d'investir les processus et le temps, ce qui sous-entend bien sûr aussi nos relations, chérir nos relations. Et nous avons eu l'occasion de t'écouter réfléchir, Irène, sur 50-60 ans de temps de ta vie ces dernières décennies avec nous. Merci pour cela. Nous vous remercions tous de votre présence, d'avoir pris le temps avec nous ce soir et nous vous invitons, si vous voulez bien, avant de nous quitter, de nous laisser quelques mots d'appréciation. Comment partez-vous? Avec quelles sensations? Avec quoi éventuellement quittez-vous cette conversation? Il y en aura une prochaine conversation sur un autre thème le 9 mai, si ça vous a plu. Apimorphose vous propose une exploration du thème de Living Labs et d'expérimentation sur le terrain en Haïti, mais aussi en France prochainement avec Emmanuel Pic, un professeur d'économie à l'Université catholique de Lille, le 9 mai. Donc, merci bien à vous de votre présence, de votre engagement, de vos belles questions. Nous avons de quoi travailler pour les résumer, les reprendre et essayer de donner quelques éléments de réponse. Et Léonie, je te laisse lire un petit peu des perceptions qui sont partagées sur ces mots. Oui, alors les signaux faibles porteurs de joie et d'espérance, un temps très enthousiasmant, envie de recommencer et d'approfondir. Un grand merci à chacun et chacune. Merci à tous pour ces partages très riches et vivifiants. Espérance et envie de participer plus activement, nous dit Monica. Toujours très riche, merci Philippe. Je parle esprit ouvert, dit Gérard. Hâte du prochain cercle socio-perceptif pour continuer à observer les signaux faibles de cette métamorphose. Signale Corinne. Un énorme merci à Irène, tu es toujours et encore plus inspirante et éclairante. Merci aux animateurs et à Apimorphose. Avec la bifurcation qui résonne et la furtivité, je ne saurais expliquer pourquoi. Donc une résonance et donner la priorité au temps, c'est initier des processus. Céline qui part avec la bifurcation. Hein. Ouais. Porte-la bien, Céline. Merci. Voilà. Et Anne nous dit l'âme humaine a la capacité de considérer l'avenir comme un bien commun important. Cela s'appelle l'espérance. Merci beaucoup à vous tous pour ce temps posé, ce temps collectif, moi qui personnellement m'a fait un bien fou. Oui. Eh bien, moi aussi, merci, un grand merci à toi, Irène, de ces temps d'exploration, de préparation depuis 2 mois. Léonie, de ton partenariat, à vous tous de votre présence, de votre générosité, de contribution. Nous resterons quelques minutes après pour échanger, aller chercher un verre et trinquer si vous voulez. Portez-vous bien, portez l'espoir de la métamorphose en vous, observez les signaux faibles, restons en contact, restons en relation, soyons plus courageux parce que nous sommes ensemble dans ces recherches par rapport au bien commun.
Merci beaucoup. C'était vraiment, ça fait, comme tu dis, Léonie, moi je reparle, ça m'a fait un bien fou et je suis preneuse du prochain rendez-vous. C'est des vrais endroits pour se nourrir et ouais, partager de la nourriture autre. Donc merci à vous. Et je vous dis au revoir. Merci Merci Céline. Céline. Bonne soirée. Merci. N'hésitez pas à nous saluer, les micros ouverts avant de partir dans ces moments informels. Merci beaucoup. Merci, c'était très enrichissant. Joseph, merci de ta présence depuis Beyrouth. Bon courage pour les suites et continuons nos échanges, bien sûr, à Epimorphose avec le Liban. OK. Merci, À Joseph. bientôt, Joseph. Merci, À Joseph. bientôt. À bientôt. À Au bientôt. revoir. À bientôt tout le monde. Au revoir Salut Philippe, à Philippe, bientôt. ça fait Salut, plaisir de Philippe. te revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, À bientôt. Armel. Au Au revoir revoir à Armel. tous. Bye, Armel. Ciao. Au revoir Au revoir, Marie-Hélène. Bye, Marie-Hélène. Hélène. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, moi, je vous laisse. En principe, je descends. S'il y a trop de bazar dans la rue de Comartin, je remonte passer du temps avec vous. Parce que là, j'ai entendu les participants, les manifs passer, ça a fait des explosions dans tous les sens. Donc, Oh non. Ah je vais oui. voir comment ça se passe. Nous On sommes va leur conscients parler de de ce qui se passe. métamorphose. C'est de trop ce qui se passe Beyrouth, je autour de remonte. nous. Allez, Mais- je mais vous embrasse, à bientôt. croyons dans notre Salut, capacité d'inventer des meilleures gouvernances, hein, Ouais, sans retomber dans des autoritarismes excessifs, hein, c'est ça. qui se veulent éclairés, qui se veulent bienveillants. Et pour le bien commun, hein, je veux. Oui, 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 oui. Allez. C'était ça qui manquait dans la phrase, ouais, pour le bien commun. Ouais. Pour le bien Après, il commun. faut définir qu'est-ce qui est le bien commun. Voilà. ça. Et, au- Oui. Ça sera Et- pour la et- prochaine fois. et à qui est-il commun? Avec plaisir. C'est vrai que Allez. sur cette thématique, avec Irène, on pourrait faire carrément une série de conversations parce qu'on n'a pas exploré le quart de la moitié de ce qu'on s'est dit Eh dans oui. dans On peut nos travailler sur le conversations. bien commun. Et il faudrait Oui. continuer avec les cercles socioperceptifs et il faut continuer aussi peut-être en mettant une couche de théorie à ces cercles, c'est-à-dire un moment où on parle aussi On fait des un référents, rapport, Eh oui, référents eh théoriques oui. et carrément. ça pourrait être intéressant. Eh oui. Et On a tout- tellement de choses encore à faire et tellement de belles choses à faire. Mais c'est ça qui est enthousiasmant. Ouais. Hmm. Allez, moi je vous laisse. Hein. Corinne, Je vais- merci. Hein. Bon Merci. courage pour la descente. Salut. Ouais, Merci. c'est ça, bonne descente. Bye. Bonne descente, que ça Bonne ne soirée. soit pas aux enfers, mais voilà. Non. Une bulle de protection, Corinne, pour pas avoir. J'espère qu'il n'y a Pardon? pas des poubelles mises en feu, là. Je me sens, là, ces poubelles, c'est une poudrière. Chez nous, au rue de Comartin, il y en a déjà plein des poubelles en feu hein, depuis le début de la semaine. Ça brûle. Oh là Mais pas là. dans une bulle de protection, Corinne, pour descendre. Ouais, le C'est pas. ça, exactement. Tu mets ta Tu as carte raison. d'invisibilité. Merci. Voilà, ta carte ouais. d'invisibilité. Ouais. Allez, je vous embrasse. Bonne soirée. Ok, Ciao. bonne soirée, Corinne. Ah, voilà. Eh bien, chouette.